C'est à Archibald Garreau que l'on doit la notion de maladie métabolique. En 1908, il décrit déjà plusieurs d'entre elles. Il émet alors le premier l'idée que certaines maladies sont dues à un déficit enzymatique congénital. Et que, faute de l'enzyme nécessaire, un corps A ne peut se transformer en un corps B. Si bien que le corps A s'accumule, alors que le corps B fait défaut. Cette notion simple est très importante, car le fonctionnement de l'organisme est fait de réactions qui constituent un ensemble très complexe, où on rencontre souvent de telles anomalies. C'est dans le cadre de la pathologie des acides aminés qu'il faut classer la phénylcétonurie, qui est un trouble du métabolisme de la phénylalanine. The discovery of this disease was made in this way. A mother with two defective children came to me for medical aid. As usual in such cases, she had gone from one doctor to the other without success. And I didn't think that I could do anything for her, but that was a happy coincidence. I am not only a medical doctor, but I am also a trained chemist. So I could discover in the urine of those two children a stuff, an organic stuff which I had never seen before in human urine, namely phénylpyruvic acid. Pour expliquer la présence anormale d'acide phénylpyruvique dans les urines, il faut étudier le métabolisme de la phénylalanine. Ces voies métaboliques sont aussi complexes que celles d'une gare de triage. Entre le corps chimique de départ et le dérivé final, il existe des substances intermédiaires. Chaque réaction est conditionnée par la présence d'un enzyme. Le métabolisme normal de la phénylalanine se déroule ainsi. La phénylalanine, sous l'action d'un enzyme, se transforme en tyrosine, qui elle-même est le précurseur de l'adrénaline, de la mélanine et de la thyroxine. Il existe une possibilité d'apport exogène directement par l'alimentation de la tyrosine qui rejoint le métabolisme précédent. La phénylalanine peut aussi être métabolisée en très faible proportion dans les conditions normales, selon un autre mode aboutissant à la formation d'acide phénylpyruvique. Lorsqu'il existe une déficience en phénylalanine hydroxylase, il y a blocage de la voie métabolique principale. La phénylalanine s'accumule alors dans le sang. Elle est métabolisée principalement par la voie secondaire. Cela entraîne la présence en quantité anormale d'acide phénylpyruvique dans les urines. On peut le déceler par l'addition à l'urine de quelques gouttes d'une solution de perchlorure de fer qui entraîne une coloration verte caractéristique. Le même résultat peut être obtenu grâce à une bandelette réactive imprégnée elle aussi de la même substance. Cet enfant blond aux yeux bleus présente l'aspect typique de la maladie. Sa peau est fragile.
Il a déjà eu des poussées d'eczéma. Pour un âge réel de 2 ans, il a un développement psychomoteur correspondant à 8 mois. Michel a 4 ans. Depuis l'âge de 9 mois, il a présenté plusieurs fois des spasmes en flexion. Ce jeune Nord-Africain a 8 ans. Son arriération mentale est très profonde. Il faut remarquer que, contrairement à la règle, il n'est pas blond et qu'il a les yeux noirs. L'accumulation de la phénylalanine et de ses métabolites n'explique pas à elle seule ce retard psychomoteur. Celui-ci semble lié en partie au blocage de l'une des voies métaboliques du tryptophane. La voie métabolique concernée intéresse la formation de la sérotonine, dont le rôle est important dans le fonctionnement du système nerveux. On peut mettre en évidence son métabolite dans l'urine, l'acide hydroxyindolylacétique. Une autre voie est aussi perturbée. C'est celle qui donne naissance à des dérivés de structure indolique. En cas de phénylcétonurie, il se produit un blocage partiel de la transformation du tryptophane en sérotonine, ce qui entraîne une baisse du taux de l'acide hydroxyindolylacétique. L'augmentation du métabolisme indolique détermine une élévation de l'excrétion urinaire en acide indolylactique et indolylacétique. C'est la chromatographie qui permet d'étudier finement ces phénomènes. En voici le principe. Si nous mélangeons divers colorants, il est possible de les séparer par migration sur un papier imprégné d'un solvant. L'évaporation de ce dernier permet, après une rotation de 90 degrés, de faire une deuxième migration avec un autre solvant pour séparer les taches qui sont encore confondues. C'est la chromatographie bidimensionnelle. Dans le cas de la phénylcétonurie, une chromatographie du plasma révélera une tache importante indiquant un taux anormal de phénylalanine. La même anomalie se retrouve dans une chromatographie des acides aminés urinaires. Une autre anomalie métabolique mérite d'être soulignée. La tyrosine exogène, ainsi que celle qui est issue du métabolisme de la phénylalanine, est en fait de la paratyrosine. Lors du blocage de la phénylalanine, une nouvelle voie métabolique apparaît. Elle est caractérisée par la formation d'orthotyrosine.
On retrouve dans les urines son métabolite, l'acide orthohydroxyphénylacétique, dont le taux est en rapport direct avec l'augmentation de la phénylalanine sanguine, comme le montre cette chromatographie. Ces troubles métaboliques sont donc complexes et les blocages qu'ils entraînent ne sont pas toujours complets. Il existe en effet, à côté des formes de phénylcétonurie avec retard psychomoteur grave, des formes avec intelligence limite. On peut les classer en deux catégories. Celles où l'intelligence limite s'accompagne de troubles biologiques majeurs et celles où on ne retrouve que des signes biologiques discrets. Voici un cas où les signes biologiques se retrouvent tous de façon évidente. Pourtant, Nathalie a pu apprendre à lire et à écrire. Grâce aux efforts éducatifs inlassables de ses parents, elle a pu acquérir un comportement social voisin de la normale. Il en est de même pour Alain, qui a pu apprendre le solfège. D'accord, puisque c'est du moderne, mais de ne pas augmenter la sonorité ici. Attention. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Je voudrais un disque pour trompette. Oui, monsieur. Chez le petit Fabrice, au contraire, l'intelligence limite ne s'accompagnait pas des signes biologiques habituels. On ne retrouve pas d'acide phénylpyruvique dans ses urines.
Le diagnostic ne peut être fait que par un dosage sanguin de la phénylalanine. Une épreuve de surcharge en phénylalanine va confirmer qu'il s'agit d'un bloc métabolique partiel assimilable à la phénylcétonurie. On comparera la courbe d'élimination à une courbe témoin. Dans le cas de Fabrice, la flèche est beaucoup plus marquée et le taux de phénylalanine s'abaisse plus lentement. Ce qui est essentiel dans cette maladie, c'est que les graves retards psychomoteurs peuvent être prévenus d'une façon relativement simple à l'aide d'un régime alimentaire. Le principe consiste à maintenir la phénylalanine sanguine à un taux physiologique en donnant à ces malades un régime pauvre en cet acide aminé. Avec le recul nécessaire, on peut affirmer que l'on observe alors chez les sujets ainsi traités une intelligence très voisine de la normale. Le petit Patrick, dès sa naissance, a été mis au régime avec un lait en poudre spécial, dont la teneur en phénylalanine est très faible. Le régime n'ayant pas été conduit avec assez de rigueur, le résultat n'est pas pleinement satisfaisant. La petite Malika, d'origine nord-africaine, a suivi strictement le régime depuis sa naissance. Elle a un développement psychomoteur tout à fait normal, qui contraste fortement avec celui de son frère, qui n'a jamais été traité. À 8 ans, il est grabataire. Son quotient intellectuel est très bas. Même dans les formes tardivement traitées, contrairement à l'opinion courante, le régime n'est pas sans action. À cet âge, il faut judicieusement sélectionner les aliments selon leur teneur en phénylalanine. On admet en moyenne que les protéines alimentaires en contiennent 5%. C'est pourquoi le régime à suivre est pour une large part composé de lipides et de glucides. L'amélioration du caractère et du comportement social de l'enfant justifie la complexité d'un tel régime. Tu as chaud, Catherine? Enlève ton pull vert. Donne-le à maman. Doucement, ne t'énerve pas. Voilà. C'est bien. C'est bien. Merci. Ça va comme ça? Voilà. Tu joues, hein? Donne le chewing-gum à maman. Oh, si, si. Donne-le à maman. Ça suffit, donne-le à maman. Voilà. Tu l'auras tout à l'heure. Voilà. Tu l'auras tout à l'heure. Tu l'auras tout à l'heure. Non, non, non. Allez, allez, sois sage, tu es une grande fille. Hein? Tu l'auras tout à l'heure. Mais pourquoi tu bats maman? Eh bien, embrasse maman tout de suite. Embrasse maman. Embrasse maman. L'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Embrasse maman. Embrasse maman. Voilà, c'est mignon. C'est mignon. Voilà. Allez, assieds-toi comme il faut.
Allez, assieds-toi comme il faut, tu auras un bonbon. Tu auras un bonbon après. Voilà. Assieds-toi bien. Na, voilà. Na. Oh, dis donc. C'est fini? C'est fini? Oui, tiens, je te le rends. Voilà. C'est bon. Hein? Dis donc, qu'est-ce que tu racontes à maman? Où est-ce qu'il est, papa? Il est parti? Non, travailler. Dis-le, toi. Où il est parti, papa? Oui, yayaye. Travailler. Et où elles sont tes dents? Perdues. C'est bien, tu es mignonne. Dis donc, qu'est-ce qu'elle met sur ton dos, maman, quand tu vas faire dodo? On met ton... Non, pas un mama, un paresseuse. Votre petite fille a quel âge aujourd'hui? Elle aura 6 ans le 18 mai. C'est-à-dire, elle a pratiquement 6 ans. Elle a pratiquement 6 ans. Oui. Elle a été diagnostiquée quand? En février 64, c'est-à-dire il y a juste un an. Il y a juste un an, elle a été au régime quelques mois après, 2 mois après à peu près. Oui, c'est ça, exactement. Et vous suivez donc un régime faible en phénylalanine, Oui. avec un lait spécial et vous faites attention à son alimentation. Est-ce que vous avez trouvé une amélioration sensible ou un changement dans son comportement depuis le moment où vous avez commencé le régime? Docteur, au bout de 3 semaines, ça paraît invraisemblable, mais au bout de 3 semaines, l'enfant était déjà transformé. C'était une enfant qui hurlait du matin au soir, qui se tapait la tête, qui rouspétait sans arrêt, que je ne pouvais plus sortir. En 3 semaines de temps, elle est devenue beaucoup plus calme. Nous en obtenions beaucoup plus du fait qu'elle était plus calme, nous pouvions la raisonner, chose que nous ne pouvions pas faire. Ça, elle vous écoutait? Elle nous écoutait. Et alors maintenant, au bout de pratiquement un an de régime, c'est une transformation totale, absolument totale. C'est ça. Alors son comportement a été complètement modifié. Elle avait souvent des crises de colère. Oh, avant. elle hurlait, sans arrêt. Elle hurlait sans arrêt. Elle se levait le matin, elle pleurait, on ne savait pas pourquoi. Elle ronchonnait tout le temps. Si nous arrivions à la calmer 1 heure par jour en la faisant jouer, c'est une enfant qui ne souriait pas non plus, qui ne savait pas sourire. Alors que maintenant, elle rit constamment. C'est ça. Autrefois, vous me disiez, elle ne reconnaissait pas ses parents. Ah non, elle ne distinguait pas son père de sa mère. On lui disait, elle va embrasser papa, elle venait embrasser maman, ou vice-versa. Et c'est pour ça qu'on avait parlé d'autisme. Oui, nous avions parlé d'autisme. C'est ça au début. C'est vraiment inespéré. Ce résultat est inespéré pour nous. Nous étions arrivés il y a un an à cette époque-ci avec mon mari. Nous envisagions de nous en séparer parce que on disait on serait obligé de la placer quelque part. On ne pouvait pas la garder à la maison. Je ne pouvais plus faire mes commissions. Il lui prenait une lubie, elle se mettait à hurler dans la rue, c'était fini. Puis on ne pouvait pas la calmer. Un bonbon ne l'arrêtait pas, rien. Rien. Absolument rien. J'avoue que ce n'est plus comparable du tout. Maintenant, elle accepte très facilement la promenade. Je l'emmène au parc, au square, chose que nous osions espérer. Elle est très mignonne, nous pouvons l'emmener chez nos amis, dans l'autobus, dans le métro. C'est une enfant qui se comporte absolument comme une enfant normale. Je pense que tout ça doit vous encourager, malgré les difficultés pratiques qu'il y a à suivre le régime. Oui, c'est beaucoup de travail, ça, certainement. Mais enfin, le résultat, je crois, en vaut la peine. Puisque, jusqu'à ce jour, la maladie ne peut être guérie, mais seulement prévenue, et que le retard psychomoteur s'installe progressivement dès les premières semaines de la vie, il est indispensable d'en faire le dépistage aussi précocement que possible. En plus de la réaction au perchlorure de fer, d'autres possibilités techniques s'offrent pour effectuer le dépistage. Par exemple, le dosage de la phénylalanine dans le sang au moyen du test de Guthrie. La maladie se transmet comme une tare récessive non liée au sexe. L'union fortuite de 2 hétérozygotes apparemment sains
entraîne le risque de donner naissance à un homozygote taré une fois sur 4. Le calcul conduit à une fréquence d'1 cas sur 10 000 dans la population générale. En France, il y a 1 million de naissances par an. C'est donc 1 million de tests de dépistage qu'il faut faire chaque année. Sur le plan financier, il a été calculé, en dehors de toute considération morale, qu'il est moins coûteux de faire ce dépistage que d'entretenir pendant toute leur vie les arriérés mentaux atteints de phénylcétonurie. Toute la grande famille se trouvait sur le quai de la gare. La mère poule avait du mal à contenir ses larmes en voyant monter dans le train les jeunes mariés qui partaient en voyage de noces. « Coin, coin !» fit le canard, chef de gare, en agitant son drapeau rouge. Plutôt que de passer sa vie dans un asile, le jeune Fabrice, grâce au régime alimentaire si attentivement préparé par sa mère, peut maintenant aller en classe et se mêler à ses camarades. Tous ces exemples doivent nous inciter à poursuivre le dépistage avec acharnement. La phénylcétonurie doit être reconnue et traitée précocement. C'est une arriération mentale évitable. Nous serions inexcusables de ne pas faire l'impossible pour y remédier. Il y a chaque année en France 100 phénylcétonuriques à sauver. En présence des maîtres de cette école, de mes chers condisciples, et devant l'effigie d'Hippocrate, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés, et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime. Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si j'y manque.